Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Alors en ouverture, aujourd'hui nous dévoilerons les principaux résultats d'une étude inédite qui a été menée sur la filière Sportech en France. Ce sera avec Sébastien Bécard, un des acteurs de ce jeune secteur qui est déjà dans les starting blocks. Et ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur l'empreinte environnementale du numérique. Un rapport d'information a été récemment remis au Sénat sur ce sujet. Nous en parlerons avec 4 autres invités. 2 d'entre eux sont déjà en plateau avec moi. Julie Debrux, associée fondatrice de Citizen Consulting, qui a participé à la rédaction d'une évaluation des politiques publiques pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Et Guillaume Charly, associé au sein de Stratégie N, l'entité conseil stratégie de PwC. Nous aurons également en ligne Amine Slibani de Casablanca, qui est fondateur, directeur général de l'épicerie verte, et également Ferdinand Richter, responsable France d'Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et puis autour de la table, vous aurez reconnu Victoire Sicora, qui nous présentera sa sélection de news dans quelques instants. Enfin, on donnera l'alerte cyber en rappelant les règles de prudence en matière de visioconférence. Et puis nous découvrirons les travaux d'une chercheuse pour combattre le virus de la grippe à partir de molécules innovantes. Mais avant toute chose, je vous propose d'ouvrir cette émission avec les résultats tout frais d'une étude sur la filière Sportech en France. L'industrie du sport représenterait 555 milliards d'euros dans le monde, une manne qui n'a évidemment pas échappé aux géants du numérique puisqu'on les retrouve de plus en plus sur ce terrain. Qu'en est-il en France? L'étude de Roland Berger, diffusée aujourd'hui même, parle d'une filière qui est dans les starting blocks. Alors à quoi ressemble-t-elle cette filière française et qu'attend-on pour siffler le départ de la course? Sébastien Bécard, bonjour. Bonjour Delphine. Alors vous êtes cofondateur de Gymlib, c'est une plateforme numérique qui agrège des milliers d'infrastructures sportives aujourd'hui et vous avez participé à l'élaboration de cette étude. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce que veut dire ce mot Sportech? Ça recouvre quoi? Il y a quoi derrière? Il y a des jeux vidéo comme FIFA, il y a des événements retransmis en ligne. Qu'est-ce que c'est cette filière Sportech? La Sportech, en fait, c'est une somme de startups qui travaillent dans le domaine du sport. Il y en a à peu près 150 en France aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on dénombre, dont 60 qui participent à cette étude dont on va vous parler, le collectif Sportech, parce qu'il dépasse un certain nombre de critères, de chiffre d'affaires, de levée, etc. Et ces startups-là travaillent dans l'industrie du sport au sens large, mais il y a quand même 3 verticales un peu différentes. Il y a ceux qui travaillent pour les clubs professionnels, les ligues, etc. Il y a ceux qui s'attaquent au marché des fans, et il est très large aussi ce marché, et ceux qui travaillent sur les services destinés aux amateurs. Donc ça fait 3 grandes catégories de startups, les fans. C'est-à-dire concrètement, c'est quoi ces services pour les fans ou les amateurs? Ça ressemble à quoi? Typiquement, pour les fans, il peut y avoir des applications comme Mon Petit Gazon, qui s'adresse aux fans d'un sport en particulier. Mon Petit Gazon, c'est les fans de foot en particulier, et donc qui leur permet, pendant la semaine, quand il n'y a pas de match de foot, de s'occuper, de vivre de leur passion. Et donc, c'est un exemple de service à l'attention des fans qui ont des passions et qui peuvent vivre ces passions à travers d'applications comme Mon Petit Gazon. Et pour les amateurs, ce sont quoi? Des capteurs qu'on utilise quand on va courir, par exemple, le dimanche? Pour les amateurs? Oui. Oui, exactement. Ça peut être ça, effectivement. On voit qu'il y a une licorne, c'est-à-dire une start-up dont la valorisation dépasse 1 milliard d'euros dans le monde, qui s'appelle Fitbit. Vous connaissez, je pense, sûrement. Et donc, Fitbit, c'est une application qui permet aux gens d'accompagner leurs pratiques sportives et donc de suivre leur performance et d'avoir des données connectées. Alors, vous parlez d'une licorne, vous avez cité aussi 150 startups. Est-ce que c'est vraiment une filière en tant que telle, un écosystème français réel qui existe, ou on est quand même encore dans l'embryon de l'écosystème? Je pense que justement, on est dans la phase d'accélération de cet univers. Et pourquoi? Parce que quand on voit à l'échelle mondiale ce que représente la Sportech, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui, comme c'est à peu près le cas dans tous les marchés, mais aux US et en Chine, la plupart des licornes, et une valorisation globale de cette Sportech qui est 4 à 5 fois plus importante aux US qu'en Europe. Et donc,
Aujourd'hui, c'est bien le signe que c'est notamment en Europe que ça va se développer de manière très forte, parce qu'on le voit dans la plupart des marchés. Souvent, la France, l'Europe, on a 2-3 ans de retard par rapport aux innovations technologiques qu'on constate aux US. Et donc, on est aujourd'hui en train de vivre cette accélération de la French Sport Tech, de la Sport Tech en France. Bon, 2-3 ans, c'est pas si énorme que ça, hein. On a connu pire dans Non. certains secteurs. Comment on fait justement pour se donner les moyens de créer des champions qui deviennent internationaux? Des champions français, si possible. Eh bien, c'est comme souvent dans les startups, l'un des nerfs de la guerre, c'est le financement. Donc, c'est l'accès au financement qui va permettre d'accélérer, de disrupter un marché ou de le digitaliser. Et donc, l'accès au financement aux US est connu et plus facile et plus rapide. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont ces 2-3 années d'avance. Nous, ce qu'on doit faire en France, c'est avoir un écosystème favorable à l'investissement. Et donc, c'est ce qui est notamment fait avec le mandat de Macron aujourd'hui. On est dans des meilleures dispositions pour entreprendre et pour toucher au financement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en France à peu près 200 millions d'euros qui ont été levés depuis quelques années. Ça reste sous-investi, sous-financé par rapport au potentiel de ce marché qu'on estime à peu près 1,5 milliard d'euros en France. Donc pour siffler le départ de la course, comme je disais, c'est surtout l'accès au financement qu'il va falloir activer. Peut-être aussi les JO 2024 pourraient aider? Oui, tout à fait. Les JO 2024 sont un accélérateur indéniable, on le voit. De notre côté, nous, on travaille Gymlib auprès des entreprises et on voit que certaines entreprises commencent déjà à réfléchir à ça et à se douter que ça aura un intérêt d'avoir des salariés dans de bonnes dispositions de travail qui peuvent faire du sport. Et donc, les JO seront indéniablement un accélérateur de ce mouvement. Est-ce que vous avez un ou deux enseignements de l'étude à partager là avec nous ce midi, qu'on n'aurait pas encore abordé et qui va être présenté d'ailleurs de manière détaillée là entre 12h et 13h à l'occasion d'un webinaire? Oui, j'ai envie de commencer par l'une des vraies tendances qu'on observe, et je peux en parler un peu plus précisément puisque c'est le domaine dans lequel nous sommes avec Gymlib, c'est le fait que l'entreprise aujourd'hui est un vrai levier d'accélération de ce mouvement et de la pratique sportive des Français dans le monde. C'était pas le cas il y a quelques années, notamment parce que la qualité de vie au travail n'était pas un enjeu important de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une préoccupation grandissante des DRH et des dirigeants d'entreprise. Et donc, dans la qualité de vie au travail, il y a beaucoup de choses, le management, etc., les bureaux, mais il y a également évidemment la santé des salariés, la façon dont ils vont se sentir bien au travail, et donc on va veiller à leur santé mentale et physique. Et donc ce qu'on voit, c'est l'émergence d'une forte demande des entreprises pour que les salariés pratiquent plus de sport. Et donc ça, c'est l'une des tendances qu'on observe et qui ressort de cette étude. Et ce qui est intéressant également, c'est de constater que c'est la première fois qu'il y a une étude qui est réalisée sur la Sporttech, et c'est grâce au cabinet Roland Berger. Et donc, l'atout également, ça a été de pouvoir capter des informations auprès de l'ensemble des fondateurs qui ont travaillé à cette étude, qui ont livré leurs informations réelles sous couvert d'un résultat de données agrégées et qui n'était pas du coup distillé entreprise par entreprise. Merci beaucoup Sébastien Bécard de Gymlib d'avoir partagé ces premiers enseignements d'une étude effectivement qu'on n'avait encore jamais l'occasion d'étudier sur la filière Sporttech française. On enchaîne tout de suite avec les autres news qui ont retenu notre attention, en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Bon, on va commencer avec Bismart. Et oui, car à partir d'aujourd'hui, votre chaîne Bismart est disponible sur Orange. Pour regarder les différentes émissions de la chaîne, il vous suffit de vous rendre sur le canal 230. Alors, une news sur Twitter qui pourrait lancer une version payante. Oui, les actions de Twitter ont grimpé d'ailleurs de 8% hier après la publication d'une offre d'emploi évoquant le lancement potentiel d'une version payante sur Twitter. Twitter rechercherait un ingénieur logiciel pour travailler sur ce fameux projet qui porte le nom de code Griffon.
Cette piste avait déjà été évoquée en 2017, date à laquelle Twitter avait d'ailleurs testé un abonnement à 99 $ par mois. Tout ça pour améliorer les comptes de l'entreprise ? C'est possible car chez Twitter, les recettes publicitaires représentent 85% du chiffre d'affaires, des recettes qui ont stagné pendant le confinement. Un Twitter payant serait donc un moyen de diversifier les sources de revenus de l'entreprise. Côté société, des députés pressent le gouvernement sur le sujet de l'identité numérique. Et il faut reconnaître que la France est en retard par rapport à l'Allemagne sur l'identité numérique, malgré des entreprises très réputées sur ces technologies. En Allemagne, par exemple, il est possible de s'authentifier sur un site web avec une identité officielle, et ce depuis plus de 10 ans. 3 députés ont rendu public mercredi un rapport qui statue sur la nécessité d'accélérer le passage à l'identité numérique. Et quand pourrait voir le jour cette carte d'identité numérique en France ? Alors le gouvernement tablait plutôt sur une période de 10 ans pour la déployer. Les députés veulent diviser cette période par 2 et appellent l'État français à faire preuve d'ambition. Le Conseil national du numérique était d'ailleurs venu sur le plateau de Smartech pour commenter les grandes lignes de son rapport. Côté science, on a le synchroton le plus puissant du monde qui sera mis en service fin août à Grenoble. Rappelez-nous ce que c'est le synchroton, s'il vous plaît, Victoire. Alors le synchroton, c'est un grand instrument électromagnétique qui est destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires. En d'autres mots, c'est un instrument d'analyse de la matière. Et le synchroton qui vient d'être mis en service à Grenoble serait 100 fois plus brillant et donc plus puissant que les appareils de génération précédente. Et à quoi pourrait-il servir ? Alors, il permettrait de mieux comprendre les maladies neurodégénératives, mais aussi de progresser sur l'intelligence artificielle ou encore de visualiser la structure même d'une protéine en 3D, afin par exemple de mettre au point des médicaments plus performants. Beaucoup de découvertes à venir donc. Côté matériel, Qualcomm lance un puissant processeur pour les smartphones gamers. Oui, le Snapdragon 865 Plus permet des gains de performance, notamment pour les jeux vidéo. Il se distingue de son ancêtre par des fréquences de fonctionnement améliorées, ce qui permet d'afficher plus d'images par seconde. Autre élément phare, le Bluetooth 5.2 et des débits Wi-Fi allant jusqu'à 3,6 gigabits. Du détail pour certains, mais pour les gamers qui sont prêts à mettre le prix pour ces... Mais pas pour les gamers, pardon, qui sont prêts à... désolé. Pas pour les gamers qui sont prêts à mettre le prix pour ces améliorations. Merci beaucoup, Victoire, Merci. pour toutes ces informations. On va passer à notre débat avec nos invités. Alors, on parle tout de suite avec nos spécialistes de l'empreinte environnementale du numérique. Eh bien, elle inquiète. En France, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a fait un constat sans appel. Bien qu'étant un secteur économique majeur, le numérique est largement ignoré des politiques publiques visant à atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris. Il n'existe pas de stratégie transversale publique visant à atténuer les impacts environnementaux. C'est sévère. Julie Debrux, vous êtes associée fondatrice de Citizen et vous avez participé, je disais, à la rédaction d'une étude annexe remise au rapport d'information au Sénat fin juin, justement sur l'évaluation des politiques publiques menées pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Alors que ressort-il de cette évaluation ? Alors vous avez raison de le rappeler, je pense qu'il y a quand même un constat initial partagé, c'est que le numérique est vecteur de progrès. Je pense qu'on l'a tous vu, ou la plupart de nous l'a vu pendant le confinement, on a pu travailler sans se déplacer, c'est aussi vecteur de modernisation dans l'administration publique, c'est au cœur de la stratégie des entreprises, mais il y a également d'autres voies qui se font entendre. Vecteur de croissance économique ? Absolument, de croissance économique, mais d'autres voies se font entendre, notamment des menaces sur l'emploi, sur la vie privée, la santé, des troubles cognitifs également, mais de plus en plus on entend aussi la voix sur l'empreinte environnementale et l'empreinte carbone du numérique. Donc pourquoi l'empreinte carbone peut-être J'aurais aimé déjà qu'on explique justement où en est cette politique publique. Est-ce qu'il y a déjà des choses, des actions qui sont mises en place ? Parce que quand on dit ce constat, c'est que il n'existe pas de stratégie transversale publique pour atténuer les impacts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Bon. Et donc la question d'ailleurs qui nous a été posée quand on a réalisé cette étude, c'est quelle serait l'empreinte carbone du numérique d'ici 20 ans s'il n'y a toujours pas de politique publique ? D'accord. Où atterrit-on ? Guillaume Charly, vous êtes associé au sein de Stratégienne, qui est l'entité de conseil en stratégie de PwC. Alors face à ce constat, est-ce qu'il est possible d'imaginer de nouveaux business models ? Je veux dire, est-ce que c'est pas plus tétanisant finalement que motivant quand on part de ça ? Alors je ne sais pas si c'est tétanisant, parce qu'en fait, quand on parle de prise de conscience, je crois qu'elle n'existe pas pour le moment, cette prise de conscience. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est globalement très peu abordé par les entreprises. On a vu réapparaître, et je reviendrai sur ce point-là ensuite, ces questions, mais c'est très très récent. Et je pense qu'il manque vraiment une part de sensibilisation avec quelques chiffres clés sur ces sujets, parce que même moi,
en conscience. Si je n'avais pas été sollicité par mes clients il y a quelques mois en arrière sur ce sujet-là, je n'avais pas conscience du niveau que cela avait atteint. Quelques chiffres très rapidement, 10% de la production électrique consommée par quelque chose qui a peu ou prou un rapport avec le digital, c'est juste énorme. 2020 est l'année durant laquelle on va consommer plus à cause du digital que par le transport aérien en termes d'émissions de CO2. Donc, quand on voit comment on tape sur le transport aérien sur ce sujet et qu'on ne parle quasiment jamais de ce sujet sur le digital, je pense que le premier sujet, c'est vraiment la prise de conscience. Alors, on reparle, parce que quand j'ai été sollicité pour mes clients, comme je suis un consultant normal, j'ai recherché ce que j'avais fait par le passé, et c'est un sujet qui avait été assez prégnant il y a 15-20 ans en arrière. On avait parlé beaucoup de Green IT ou de choses comme ça, puis ça a un peu disparu, et ça revient maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est encore stressant ou contraignant ou autre, ou stigmatisant, mais pour le moment, je pense qu'on en est vraiment encore un peu à l'étape d'avance, et il faudrait qu'on le partage, cet élément-là. Et pour le moment, ça n'est pas bien fait. Alors, il y a quelques petites annonces qui sont faites à gauche et à droite, mais on n'est pas encore complètement rentré dans le sujet. On est au début d'une nouvelle vague. Exactement. Alors, Julie Debruck, vous avez centré votre étude sur les émissions de carbone. Pourquoi est-ce un critère si important à prendre en compte alors que l'impact environnemental, il est plus vaste que ça, C'est exact. L'impact environnemental, c'est effectivement l'empreinte carbone, mais c'est aussi l'impact sur la biodiversité, par exemple. En revanche, le problème de la biodiversité, c'est qu'on n'a pas encore de consensus sur la façon dont on mesure sa perte. D'accord. Alors que c'est bien le cas pour l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui est internationalement reconnu, qui permet de mesurer notre impact sur le climat. Et donc les accords de Paris pour le climat fixent une trajectoire sur l'évolution de cette fameuse empreinte carbone, donc en émissions de CO2 ou en équivalent CO2. Puisqu'il y a d'autres émissions qui ne sont pas du CO2, par exemple du méthane, qu'on peut traduire en équivalent CO2. Alors effectivement, on dit que si on ne fait rien sur le numérique, d'ici 2040, c'est ça, finalement, on aura dépassé la part de responsabilité du numérique dans l'émission de gaz à effet de serre de celle de l'aérien, qui, elle, a priori, aura régressé, puisqu'il y a des choses qui auront été mises en place grâce aux accords de Paris. Guillaume Charly, au sein des entreprises, ça engage quoi comme type de réflexion, de transformation, de prendre en compte cet impact? Alors, je pense qu'on a parlé de sensibilisation. On parle de transformation numérique, mais la transformation numérique et environnementale. Alors, ce qui est très compliqué, effectivement, c'est que pour encourager les gens sur l'usage des outils digitaux, on a très nettement poussé un aspect un peu open bar. Consommez-en, c'est bon pour ce que vous avez, allez-y. Non mais voilà, c'est vraiment le message qui a été passé dans toutes les entreprises. Allez-y à fond, essayez un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de revenir vers les personnes qu'on a vraiment mis sous tension pour un usage dans les 2-3 dernières années en leur disant « vous allez rire, on a oublié de vous dire un truc, faudrait quand même faire gaffe ». Donc, on fait un peu le cycle qu'on a fait sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire, on l'a fait en 50 ans, sortie de la Seconde Guerre mondiale, manger mieux, manger plus, etc., etc. Et puis on a été rattrapé par faites quand même un petit peu attention, bougez plus, etc. Là, dans le digital, on le fait en 3 ou 4 ans. Donc c'est quand même un petit peu tendu sur ce sujet-là. Mais si on devait commencer par quelque chose, c'est effectivement purement et simplement de la sensibilisation. Une fois qu'on a passé ça peut être fait en parallèle, cette phase de sensibilisation, je pense qu'il va falloir outiller et rendre facile cette gestion-là, des outils qui vont permettre de faciliter le fait qu'on éteigne les prises pendant la nuit, de telle façon qu'on éteigne réellement les ordinateurs et qu'ils ne restent pas en veille pour consommer l'infini, des petites choses qui soient installées sur les ordinateurs et qui veillent à ce qu'il n'y ait pas plus de X fenêtres ouvertes dans un navigateur, des choses comme ça. Il va falloir ajouter un petit peu ces plus et rendre l'usage finalement plus compatible avec un aspect réducteur de la consommation, plus économe, et en même temps que ça ne soit pas pénalisant pour l'utilisateur qui est en pleine transformation d'un autre côté et qui verrait mal se voir un peu punir d'avoir fait ce qu'on lui a recommandé de faire la veille. Oui, vous voulez intervenir, Julie Debruck ? Oui, je souscris totalement à ces recommandations de petits gestes qui aideront à réduire l'empreinte carbone du numérique. Néanmoins, il faut aussi avoir en tête que la majeure partie de l'empreinte carbone du numérique est en phase amont, c'est-à-dire fabrication et acheminement.
Donc, au-delà des petits gestes en phase utilisation, il y aura vraisemblablement des recommandations sur des fabrications peut-être plus locales ou inciter à diminuer le taux de renouvellement de nos équipements. Ouais, c'est ça, c'est qu'on ne reporte pas tout sur l'utilisateur final. Ça se c'est passe clair. aussi Il y a un sujet de politique globale à mettre en œuvre à tous les niveaux qui doivent adresser ces sujets-là. Effectivement, les politiques de renouvellement sont un vrai sujet dans les entreprises puisque là aussi, pour des questions un peu d'industrialisation, d'efficacité opérationnelle, on a largement automatisé les cycles de renouvellement et qui ont été aussi largement promus par les constructeurs. Il faut quand même bien le dire aussi. Donc, avec des cycles de délais courts, il faudrait sans doute revenir à des choses un petit peu plus longues, mais aussi à des réflexions plus globales. Est-ce qu'on a besoin de ce déchaînement de puissance ? J'entendais la nouvelle tout à l'heure sur la sortie d'une nouvelle puce Qualcomm qui va permettre de faire des tas de choses. Qualcomm fait un marketing magnifique, donc il va probablement s'en vendre quelques millions, quelques milliards. Maintenant, quand on regarde le vrai besoin des utilisateurs qui vont avoir ce type d'équipement versus leur usage... je peux vous dire que les gamers, ils y tiennent à leur puce. Le gamer est un véritable... comment dire, c'est une tête chercheuse en termes commerciaux, parce que le taux de la population qui est réellement un gamer est extrêmement faible. Et si on regardait combien d'équipements pour gamer il se vend, il est très largement supérieur à la véritable définition. Donc, il va y falloir être un petit peu raisonnable et frugal dans ces consommations de fonctionnalités. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Amine Slimani avant de vous la rendre, Julie de Brux. Amine Slimani, qui est en direct de Casablanca, directeur général et fondateur de l'épicerie verte. Bonjour, merci d'être connecté avec nous. Bonjour Delphine. Alors vous avez créé, vous, la première marketplace du Maroc qui est spécialisée dans les produits bio et naturels. Et votre démarche écologique, elle est sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qui vous a valu d'ailleurs de remporter plusieurs prix d'entrepreneurs, dont le prix Green Logistique. Et vous êtes aussi le premier à avoir développé au Maroc une flotte de tricycles électriques de livraison. Vous avez développé un outil d'optimisation des trajets. Enfin bref, quand vous avez conçu l'épicerie verte, j'imagine que vous avez tout de suite pensé à cet aspect empreinte environnementale ou peut-être empreinte carbone même. Comment est-ce qu'on s'attaque à ce sujet quand on lance son entreprise ? Est-ce que c'est un frein, une contrainte qu'on prend en compte ? En fait, dans le cas d'une start-up, c'est plutôt une opportunité. Quand j'ai voulu lancer Épicerie Verte il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, on est parti d'une feuille blanche. Comme on était sur du health and wellness, des produits bio, on a voulu être écolo un petit peu sur toute la chaîne, travailler que ce soit au niveau de la source, de la production, jusqu'à l'acheminement. On s'est posé au niveau de l'acheminement la question comment distribuer nos produits. Et surtout à Casablanca, là où on est situé, qui représente le gros de notre chiffre d'affaires. Et en fait, en y réfléchissant un petit peu, on s'est rendu compte que, par exemple, utiliser des tricycles électriques, c'était plus rentable, plus économique qu'utiliser d'autres moyens. Donc je pense que quand on part d'une feuille blanche, c'est un peu plus simple de prendre des bonnes décisions. Mais également, quand on était en train de construire le modèle épicerie verte, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut offrir tout à tout le monde tout le temps, ou est-ce qu'on veut plutôt choisir comment est-ce qu'on pousse nos produits. Pour vous donner un exemple concret, au niveau des produits frais, nous avons une offre qui n'est visible que ville par ville. Quand on est sur Casa, on ne voit que certains types de projets, que les fermiers qui sont sur Casa, et on a des cycles de distribution très courts. Plus tard, on va passer par vraiment quartier dans les grandes villes pour éviter au maximum les trajets inutiles. Parce que le but, c'est pas juste d'utiliser quelques petits gadgets, des tricycles électriques pour distribuer sur le last mile et que le produit est déjà fait 500 ou 1000 km avant. Donc nous, le but, c'était vraiment d'avoir une approche holistique au problème et d'éliminer les pertes sur toute la chaîne. Par contre, c'est un peu compliqué d'être écolo sur toute la chaîne. Par exemple, on a encore des améliorations à faire sur le packaging et sur d'autres sujets qu'on est en train de traiter actuellement. Oui, c'est une vraie préoccupation pour vous. On l'a compris. Alors, vous l'avez dit, partir d'une page blanche, c'est peut-être plus simple. Aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la page blanche. Là, vous êtes en phase de croissance. Alors, comment est-ce que c'est possible, déjà, pour une entreprise d'envisager son développement, son déploiement, tout en réduisant son impact carbone ?
Oui, tout à fait. Je pense que, contrairement à ce que penseraient les gens en fait, de prime abord, en fait, le green et l'économie ne sont pas antinomiques. En recherchant, en fait, en faisant l'effort qu'il faut, on peut trouver des moyens pour optimiser déjà l'existant. Pour prendre l'exemple en fait de la distribution électrique, par exemple, on peut utiliser des outils pour optimiser les trajets, les tournées. On peut éviter la tentation de proposer, par exemple, la livraison à l'heure même avec des trajets point à point. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt des distributions à partir de notre centre. On a démarré avec une fois, ensuite 2 fois, plusieurs fois par jour, mais bien sûr des tournées optimisées au lieu d'aller récupérer de la marchandise quelque part et de la déposer ailleurs, ce qui existe aujourd'hui. Donc parfois, il y a une petite tentation, il y a une petite pression du consommateur qui fait qu'on a envie de proposer des choses qui sont peut-être pas nécessairement écologiques, et donc là, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'il faut il faut résister à la pression de la concurrence ou même d'ailleurs de vos clients. Il faut rester concentré sur son éco-responsabilité. Et est-ce que intégrer cette pensée écologique, vous pensez que c'est plus simple justement pour une entreprise qui officie en dehors du numérique, ou ça peut aussi être valable? Est-ce que ce modèle est reproductible dans des entreprises purement numériques? Je pense que c'est applicable dans les deux. Je vois ces sensibilités à l'écologie aussi bien dans des sociétés qui sont totalement déconnectées. Il y a des startups qui, par exemple, qui vont aller faire construire des logements économiques éco-responsables et qui vont avoir cette sensibilité de l'impact de l'empreinte numérique sur toute leur chaîne de valeur, et également sur le numérique, où bien sûr il faut céder à la tentation d'avoir des outils surdimensionnés. Effectivement, même dans les fonctions support, on peut aller chercher des économies, utiliser zéro papier. Une petite anecdote, nous, quand on a déménagé il y a quelques mois, on n'avait pas d'imprimante dans tout le bureau pendant plusieurs mois. On s'en est passé, on a pu se passer d'imprimante pendant plusieurs mois, alors qu'on est dans un pays où le zéro papier n'existe pas encore. Donc on peut se débrouiller. Bravo et merci beaucoup Amine Slimani de l'épicerie verte pour votre témoignage. Julie Debruck, je vous redonne la parole. Comment le numérique est devenu un émetteur aussi important de carbone ? Il semble que la massification des terminaux numériques a contribué très largement à cette empreinte carbone. Donc quand on parle Avec du des numérique, excès ? Oui, vraisemblablement. Ouais. Et ce n'est probablement pas terminé, puisque l'accroissement de l'empreinte carbone du numérique à l'horizon 2040 va être très largement tiré par justement cette augmentation du nombre de terminaux, et par terminaux en l'occurrence à l'horizon 2040, ceux qui devraient connaître la plus forte croissance, ce sont les objets connectés. Parce que là, au-delà de connecter les humains, on connecte les objets entre eux, et alors l'empreinte carbone va exploser. Oui, objets connectés, data centers qui tournent aussi et qui grandissent de plus en plus pour faire tourner tous ces processeurs. Guillaume Charlier, est-ce que les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle contrainte, ou est-ce que ce sont les technologies qui doivent se plier à cette contrainte? Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est probablement les deux. Les deux. Mais je pense que ce qui est important, et vous le disiez tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a une grosse partie qu'on ne voit vraiment pas ou qu'on mesure sans doute beaucoup moins, c'est la partie amont. Aujourd'hui, la fabrication... Donc en amont, c'est les technos. Voilà, c'est plutôt les technos. Mais quand je dis les technos, c'est vraiment le matériel, quoi. C'est fabrication. La fabrication. Aujourd'hui, j'ai lu différentes études, mais on parle d'un minimum de 45 minerais différents impliqués dans la fabrication d'un terminal. J'ai même vu une étude qui parlait du fait qu'on arrivait plutôt à 60. On les fond ensemble, littéralement. Donc la partie recyclage par la suite est extrêmement complexe. Une entreprise qui s'est mise à essayer de faire ce type de recyclage, le maximum qu'elle arrive à extraire, c'est 17 de ces 45 minéraux. Donc, il faut vraiment qu'on parte, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, sur de l'éco-design. C'est-à-dire que si les choses étaient prévues d'emblée, on aurait un cycle qui serait beaucoup plus facile à gérer par la suite. Et en plus, ce serait partie prenante, on ferait après d'une démarche environnementale globale des entreprises, et qui pourrait s'appuyer sur ce capital-là, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, hier, sur et en même temps, il ne faut pas non plus attendre que tout se fasse pour commencer à s'en préoccuper. Il faut commencer à le faire. Mais
ça bouge. Hier, vous parliez des annonces de Free. Oui. Et la nouvelle box est supposée, parce que j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail. Est-ce que c'est cosmétique? Quelle part ça concerne dans la totalité de l'appareil? Il faudrait voir. Mais c'est déjà une annonce. Si des opérateurs grand public commencent d'intégrer ça dans le développement de leurs produits. C'est-à-dire c'est une lutte contre l'obsolescence programmée, voilà, déjà. Et puis c'est l'intégration de composants qui sont par nature plus recyclables par la suite. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être travaillés. Et un point qui est important dans ce que soulignait la personne qu'on vient d'entendre, c'est que ça n'est pas forcément pénalisant en termes de coûts. Il peut y avoir un ROI sur ce type d'opération. Un retour sur investissement. Ouais. Donc, à partir de là, on aurait tort de ne pas en profiter. Je veux dire, si il est à la fois bon de travailler sur l'impact environnemental et à la fois bon de travailler sur la performance économique et que les deux se rejoignent, je pense que c'est une opportunité à saisir. Julie Debruck, est-ce qu'on a une idée des équipements qui sont les plus impactants sur l'environnement ? Pour l'empreinte carbone 2019, oui. Ce sont essentiellement les écrans et téléviseurs. D'accord. Et ce qui va prendre la part la plus importante dans les terminaux numériques à horizon 2040, c'est justement ces objets connectés. Et les smartphones modules de qu'on connexion renouvelle tous les 23 mois, c'est pas forcément et avec des terrible non plus. écrans de plus en plus grands, etc. Alors, nous allons donner la parole à Ferdinand Richter, qui est responsable France d'Ecosia.org. C'est un moteur de recherche qui reverse la plupart de ses bénéfices publicitaires dans un programme de reforestation. Bonjour Ferdinand Richter. Alors vous proposez avec Ecosia aux internautes d'avoir une action indirecte finalement sur la planète. Est-ce que plus globalement, au-delà de replanter des arbres, on peut réduire notre impact environnemental, nous, internautes? Bien sûr, bonjour déjà. Et je peux dire que je suis vraiment d'accord avec M. Charly. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'on peut réduire notre impact, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe au Brésil avec l'exploitation de l'étain, du Tantal ou au Congo, c'est une catastrophe écologique et sociale et il faut en avoir conscience. Mais nous pouvons réduire aussi notre impact, notamment il y a 60% de la consommation énergétique dans le monde Internet, c'est du streaming vidéo. Donc par exemple, une vidéo Netflix en 4K, c'est 200 000 emails envoyés. Et voilà, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de voir tout le contenu en 4K? Est-ce qu'on a besoin de voir autant de vidéos? Est-ce qu'il ne faudrait pas que certaines plateformes enlèvent le 4K? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de la politique qui dise aujourd'hui on n'a pas besoin d'écouter de la musique sur YouTube en 4K parce que ça consomme énormément? Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'utiliser la 4G si on a de la Wi-Fi. La 4G, par exemple, elle consomme 23 fois plus qu'une connexion Wi-Fi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et le dernier truc que je dirais, c'est faire le tri aussi. Hein. C'est le mail, le cloud, c'est pas de l'immatériel, c'est du stockage sur des serveurs. Et rarement, on fait le tri de tous les documents qu'on a en ligne. Donc, c'est super important. Après, avec Ecosia, nous, on a trouvé une astuce. C'est forcément de gérer tout ce qu'il y a au niveau serveur pour être le moins impactant possible, mais surtout de réinvestir les bénéfices dans quelque chose qui fait du bien, donc de rendre à la planète. Et c'est le message le plus important pour nous, c'est de dire on a des outils formidables. On ne va pas pouvoir enlever l'impact complètement, mais par contre, on peut décider pourquoi on l'utilise et pourquoi on est là. Et nous, on est là pour régénérer les écosystèmes et c'est ce qui fait toute la différence. Guillaume Charly, vous aviez peut-être une question pour notre invité qui est connecté depuis Toulouse. Mais je précise que Ecosia est un moteur de recherche qui a été lancé en Allemagne à Berlin. Oui, j'avais une question. J'ai lu à propos de votre moteur de recherche que vous aviez mis en place un certain nombre d'algorithmes ou d'optimisation technologique qui permettaient de réduire l'empreinte de chaque requête qui était faite. Alors juste pour donner un chiffre, une requête, on estime que sur Google, elle produit 7 grammes de CO2, hein, c'est à peu près l'idée. Donc, quelle est, vous, l'approche technologique que vous avez mise en œuvre pour réduire cette empreinte ? Alors c'est très complexe parce que c'est derrière nous, en fait, il faut savoir que le moteur de recherche Ecosia utilise les algorithmes de Bing. Bing de Microsoft, oui. Voilà, comme tous les autres moteurs de recherche alternatifs en Europe, c'est souvent le partenaire Bing qui fournit les résultats de recherche. Donc en fait, c'est avec eux qu'on est en négociation très forte et plus on grandit, plus on a un poids pour impacter les décisions stratégiques de ces géants aussi.
Donc nous, clairement, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a créé nos propres centrales photovoltaïques en Allemagne, donc qui couvrent non seulement 100% de toutes les dépenses énergétiques, mais on est vraiment dans une dynamique de dire si on peut faire plus, on fait plus. Donc actuellement, donc ça a été validé hier, on couvre 200% de la consommation énergétique des recherches, tout simplement parce que ça permet aussi d'avoir de l'énergie disponible pour d'autres acteurs. Et c'est plus cette approche-là qu'on essaie de mettre en place. Et en fait, vous faites un appel aux fournisseurs de contenu, aux fournisseurs de matériel, qui doivent engager cette démarche davantage éco-responsable. Tout ne doit pas reposer sur les seules épaules des start-upers ou des internautes. Merci beaucoup, Ferdinand Richter, pour votre intervention. Je rappelle que vous travaillez pour ecosia.org. Alors, Julie Debrux, quel est le coût pour la société de cette empreinte carbone ? Alors, c'est une excellente question et je pense que ça rejoint le point que vous souligniez tout à l'heure, Monsieur Charlie, dire qu'il y a nécessité de sensibiliser à cette empreinte carbone du numérique. Or, quand on parle de tonnes de CO2, je ne pense pas que ça parle à qui que ce soit parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. En revanche, quand on traduit ces tonnes de CO2 en euros, c'est tout de suite beaucoup plus palpable. Et il y a effectivement un outil de conversion des tonnes de CO2 en euros, c'est ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone, qui a été élaboré par France Stratégie, un rapport qui naît 2019, donc révisé tout récemment. Et donc si on traduit les 15 millions de tonnes équivalent CO2 du numérique de 2019 en euros, ça fait environ 1 milliard d'euros de coût social lié au numérique. Et quand on regarde l'empreinte carbone et son évolution à 2040, donc on passe de 15 à 25 millions de tonnes de CO2, donc augmentation quand même de plus 60%, liée à aussi l'augmentation de la valeur de la tonne de carbone, ça nous fait un coût social de l'ordre de 12 milliards. Moi, je posais cette question aussi parce que dès qu'on parle coût, ça parle peut-être un peu plus aux entreprises. Alors Guillaume, Charlie, moi ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est quand vous conseillez comme ça les grands dirigeants, qu'est-ce que vous leur dites pour que leurs promesses puissent tenir comme ça dans la longueur, dans le long terme, parce que l'écologie, c'est le long terme. En fait, ce qu'on leur dit, et on l'a effleuré à plusieurs reprises durant cet échange, c'est que d'abord, il y a effectivement des gains à aller chercher. Donc ça, je ne vais pas être très prosaïque, mais quand on dit à un dirigeant, vous pouvez aller chercher une certaine optimisation, c'est quelque chose qu'il entend, et encore plus dans la période que nous traversons en ce moment. Donc ça, c'est un premier élément qui est déterminant. Il y a un deuxième élément qui est déterminant, c'est que de plus en plus, on peut aussi lui indiquer qu'il y a un bénéfice direct, donc des économies d'énergie, des ralentissements de ces cycles d'investissement ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que c'est contributif du corporate branding, de la valeur de la marque, de l'image que de la marque qu'on va aller porter à l'extérieur. Du sens, en fait, sens, qu'elle véhicule. exactement. Ouais. Et ça, aujourd'hui, où on est dans une période où il y a, de manière ouverte maintenant, une guerre des talents, une volonté d'aller sensibiliser, conquérir des publics d'un certain nombre de jeunes générations qui sont nativement plus sensibles à ces sujets, c'est un élément sur lequel il y a là aussi un retour sur investissement. Alors, il est moins tangible, il est moins palpable, mais c'est aussi quelque chose d'important. Donc, c'est à la fois bon sur le fond, hein, on parle souvent en matière de consulting d'euros durs, c'est vraiment on va toucher de l'argent. Et il y a un deuxième effet qui est sur ce bénéfice d'image, de notoriété et d'attractivité vers un certain nombre de populations qui sont aussi des éléments déterminants. Mais aujourd'hui, merci aux médias, ils ont fortement sensibilisé les dirigeants qui sont de plus en plus... j'espère qu'effectivement on y a contribué. Merci beaucoup à nos 4 experts pour ces éclairages sur ce débat majeur. On enchaîne avec notre alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Julie Debrux de Citizen et Guillaume Charlie de Stratégienne sont toujours avec nous. Et nous avons en ligne notre expert français qui ne dort jamais, qui est au Canada, Damien Bancal, le directeur du pôle cyberintelligence de 8Brains. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Votre sujet d'alerte aujourd'hui porte sur les outils de visioconférence. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'on en a énormément parlé avec le confinement et qu'une étude vient de sortir, là, incessamment, qui s'appelle l'étude sur la visioconférence. Ça a été mise en place par la CNIL, l'autorité de protection des données personnelles allemande, qui a analysé 17 outils de visioconférence. Et le problème, c'est que seulement 5 de ces outils en sont sortis gagnants. Et ça, c'est plutôt inquiétant.
Effectivement. Alors, quels sont les risques qu'on encourt quand on utilise de la visioconférence? Surtout que la visioconférence, si on n'y prend pas garde, on a oublié un petit détail, c'est qu'on montre quasiment toute sa vie numérique. Je m'explique. Je suis une entreprise, je fais appel à mes employés pour qu'on puisse discuter d'une réunion, de contenu stratégique. Eh bien, on a un petit détail, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière nous, en arrière-plan par exemple. Faire attention aussi à ce qui est dit. Et justement, en plus, toutes les connexions qu'on peut avoir, on a beaucoup parlé de Zoom par exemple, mais il faut savoir que l'autorité de protection des données personnelles allemande a aussi montré du doigt les concurrents comme Google Meet, comme Microsoft Teams, Skype. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des fuites de données. Et donc, pour une entreprise, il est important de prendre ça en compte. Et ces failles, alors, elles viennent d'où? C'est un manque de sécurité en amont? Il faut savoir que l'utilisation de ces outils est tellement simplifiée, le fameux click and play. Je clique, donc ça fonctionne. Mais justement, il faut aussi, on l'a dit souvent dans les différentes chroniques qu'on a pu avoir, lire le mode d'emploi et surtout des outils comme Zoom au départ était un peu rapidement mis en place. On va dire qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité parce que voilà, tout le monde s'est jeté dessus. Un exemple, Zoom, ça a commencé avec 10 millions d'utilisateurs et en quelques semaines, on est passé à 200 millions. Donc, il faut penser véritablement à sécuriser. Il existe des outils. D'ailleurs, la CNIL allemande en a mis 5 en avant, dont une société française qui propose justement une sécurisation de bout en bout. Ça veut dire quoi? Le chiffrement entre moi, l'outil et surtout les personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est à prendre en compte, c'est très important. Alors justement, rappelez-nous quelles sont les bonnes pratiques, comment être prudent quand on fait de la visioconférence, en entreprise ou en tant que particulier? Il faut vraiment se mettre dans la tête qu'on fait attention à ce qu'on raconte, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que les sociétés qui nous proposent gratuitement ou non ce genre d'outils peuvent sauvegarder. Beaucoup proposent des clouds, les fameux espaces nuagiques où on peut sauvegarder ces informations. Et bien, on fait attention à ce qu'on dit. On ne raconte pas toute sa vie. On fait aussi qu'on prépare la réunion. On prévient bien aussi que si ce n'est pas un outil maison de mon entreprise, eh bien, prudence. Peut-être que des oreilles, bienveillantes ou non, sont en train d'écouter ce que je suis en train de raconter. Aussi, faire très attention aux sauvegardes, justement. Où est-ce que c'est sauvegardé? Je prends encore l'exemple de Zoom qui, au départ, eh bien, c'était un petit peu stocké derrière la Grande Muraille de Chine. Qu'on le veuille ou non, c'est basé à l'étranger. N'oubliez pas le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Donc, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je ne suis pas en train de faire fuiter des informations, même avec ma bouche? Donc, prudence. Bon, j'espère que nous, on n'aura rien dit qui puisse porter atteinte à notre confidentialité et notre vie privée. Merci beaucoup, Damien Bancal de 8Brains, pour ce rendez-vous cyber. On enchaîne avec l'avenir. Et demain, que nous préparent les chercheurs, les ingénieurs dans leurs labos? Parmi les casse-têtes et les trouvailles de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose de nous arrêter sur les travaux d'une chercheuse sur une technologie qui pourrait développer un traitement contre le virus de la grippe. Alors je rappelle quand même le contexte. En France, la grippe, ça touche 2 à 6 millions de personnes par an. Elle est responsable de plus de 10 000 décès et actuellement, on a seulement 2 antiviraux sur le marché qui présentent des limites et puis un vaccin qui n'est pas toujours efficace. Voilà pour le tableau. Bonjour Emeline Richard-Millot, vous êtes chercheuse coporteuse du projet Glycoflux pour le laboratoire CERMAV qui est le centre de recherche sur les macromolécules végétales créé par le CNRS. Alors présentez-nous s'il vous plaît la technologie sur laquelle vous travaillez, Glycoflux. Oui, bonjour. Donc, cette technologie Glycoflux, en fait, c'est une technologie qui est basée sur les sucres, parce que glyco, ça veut dire glycane, ou autrement dit sucre, et en fait, c'est le cœur des thématiques de recherche du CERMAV, le laboratoire CNRS où je travaille, et flux, c'est pour virus influenza, qui est l'autre nom du virus de la grippe. Donc, en fait, Glycoflux, c'est une future start-up qui va chercher à mettre sur le marché un nouveau médicament contre la grippe à base de sucre. Et alors, le principe, en fait, c'est que vous utilisez, moi j'ai lu un peu la présentation, une molécule révolutionnaire qui permet de créer un leurre pour le virus, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de la grippe, il vient se fixer sur notre appareil respiratoire en ciblant des sucres qui se trouvent à la surface de nos cellules. Donc nous, l'idée qu'on a eue, c'est de créer un leurre pour le virus. Donc en fait, on reproduit ces sucres que l'on trouve naturellement à la surface de nos cellules
Comme ça, nos molécules vont venir piéger le virus et donc l'empêcher de venir se fixer sur nos cellules et donc empêcher l'infection. Et alors, vous le disiez, parce qu'on parle de recherche, vous avez aussi prononcé le mot de start-up. Vous avez participé au concours iPhD qui est lancé par la BPI pour soutenir les jeunes docteurs comme vous, qui souhaitent valoriser leurs travaux de recherche dans les deep tech. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné par ce qu'on appelle une SAT, c'est une société d'accélération de transfert des technologies. Comment une innovation issue d'un laboratoire peut se retrouver à devenir une start-up ? Et bien, en fait, aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui a été mis en place pour que les jeunes docteurs comme moi ou même les chercheurs plus aguerris aient un accompagnement pour que leur innovation, leur recherche puisse sortir du laboratoire pour aller créer de la valeur et créer de l'économie. Donc, effectivement, ça démarre par un accompagnement par ces sociétés d'accélération. Donc, nous, à Grenoble, c'est la SAT Linxium qui s'occupe de nous, qui aujourd'hui m'aide à développer mon projet autant du point de vue technologique, parce qu'il y a encore des verrous qu'il fallait lever au sein du laboratoire, mais avec tout un accompagnement annexe pour se former à l'entrepreneuriat et avoir une entrée sur le marché plus rapide et accompagnée par des structures dédiées. Et c'est par cette structure SAT que du coup j'ai pu concourir à ce concours organisé par la BPI, le concours ePhD, qui fait partie en fait d'un plan plus global, hein, le plan Deep Tech qui a été lancé en 2019 pour doubler le nombre de startups en France, le nombre de startups Deep Tech en France d'ici 2023. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui et tout un écosystème qui est assez récent, mais pour accompagner les chercheurs dans la création de valeur et dans la création de startups. Alors, vous parliez de verrous technologiques encore à lever. À quel niveau de maturité en êtes-vous là sur vos travaux de recherche ? Alors, on en est à avoir vraiment un candidat médicament qui a été établi, qui a été vérifié. Donc aujourd'hui, on en est à effectuer des essais in vitro de notre molécule. On est en partenariat avec le laboratoire VIRPAT, qui fait partie du Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, qui est vraiment un laboratoire de référence sur la grippe, qui effectue vraiment tous les essais biologiques de notre molécule. Donc aujourd'hui, notre molécule a été validée sur les modèles cellules. On passe sur des modèles plus avancés et on va atteindre, au cours de cette maturation, on va passer sur des modèles de souris. Et en parallèle, on avance aussi avec la SAT Linxium sur des aspects réglementaires dans l'élaboration de notre composé pour gagner en maturité technologique. Guillaume Charly, ça vous fait réagir, ça, une chercheuse qui se lance dans un projet start-up ? Alors ça me fait d'autant plus réagir que dans un très très lointain passé, quand j'ai été étudiant, j'ai fait un DEA en psychologie cognitive et à l'époque j'ai pu mesurer la distance qu'il y avait entre le monde de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat. Et je trouve particulièrement intéressant que ces fameuses SAT aient été mis en place et que ça permette d'accélérer. Après, moi, j'ai juste une question qui est vraiment par rapport à ma... Je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de poser une nouvelle question à notre chercheuse, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Moi, je voulais surtout remercier Emeline Richard-Millot d'avoir partagé avec nous ses travaux de recherche contre la grippe. On espère que ce traitement aboutira. On vous souhaite le meilleur et plein de réussite. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci également à tous nos invités qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'informations dans cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous le disais, c'est presque la fin puisqu'il y a encore le Lab Startup avec 4 jeunes pousses innovantes à découvrir. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.